Ceci est un livre audio autogénéré par Google. En couverture, de haut en bas et de gauche à droite. Copyright Comstock. Copyright Ingram Publishing. Repas d'assemblée générale de la boutique de gestion Epicenter. Mai 1985. Copyright Michel Adam. Du même auteur. Aux éditions L'Harmattan. Jean Monnet, Citoyen du Monde, la pensée d'un précurseur. Préface d'André de Peretti, 2011. Pour une écologie du travail humain. Travail et emploi. Divorce ou mutation. Préface d'Hugues L'Harmattan, 2008. L'association, Image de la société. Préface de Henri Noguès. L'Harmattan, 2008-2005, deuxième édition revue et augmentée. Les schémas, un langage transdisciplinaire. Préface de Jean-Louis Lemoigne, L'Harmattan, 1999. Aux éditions du Créaï. Guide de l'action sociale et du développement durable. Agenda 21 du social. En colle avec Aurélie Lanctot et groupe ASDD, 2009. Le travail social, un travail de projet, ingénierie sociale à tous les étages. Les cahiers du Créaï numéro 11, 2005. Guide d'évaluation de la qualité et des bonnes pratiques. Pour les établissements sociaux et médico-sociaux, 1998. Guide pratique de la fonction tutorale, PROMOFAF, 1996. Aux éditions Les Chemins de Charente. Les Chemins de Charente, guide de l'animation, des ressources et des possibilités, en collaboration avec J.F. Poussard et Alabat, 1978. Dédicace à André Camboulas, compagnon de l'après-mai 68. Fondateur du café-restaurant Le Petit Gavroche. Mon premier modèle d'entrepreneur différent. À Sophie, ma femme. Pour nos premiers pas candides, il y a longtemps. Sur les chemins d'une économie de coopération. À Henri Desroches, penseur et mémoire. De l'économie sociale sur 2 siècles. Rencontré en 1989 à l'université d'été du CJDES. Qui m'a incité à publier l'idée centrale de ce livre. À Jean-Louis Lemoigne, professeur infatigable. De modélisation heuristique en complexité. Avertissement. Cette seconde édition paraît 5 ans après la première, enrichie de plus de 30 conférences à l'invitation de nombreux réseaux d'entrepreneurs et de citoyens entreprenants, notamment dans l'éducation populaire. Que je remercie vivement pour les débats riches qui ont eu lieu, la qualité des questions soulevées et les suggestions apportées à ce travail. Entre-temps, il s'est créé en 2009, à l'initiative de Claude Alfandéry, le labo de l'ESS qui a révélé et soutenu l'émergence prometteuse des pôles territoriaux de coopération économique, PTCE. J'ai participé dès le début au groupe de travail Coopération et Mutualisation, centré sur ces innovations socio-économiques naissant dans de nombreux territoires. Romans, Lille, Redon, Tarnos, Saint-Étienne, Toulouse, etc. Le LABOESS a contribué à susciter pour les économies sociales et solidaires, enfin réconcilier de nouvelles orientations plus offensives et plus ouvertes à la fois. Les États généraux de l'ESS au Palais Brongniart en juin 2011 ont concrétisé ces aspirations et ce début de changement d'échelle. Les coopératives d'activité et d'emploi, CAE, innovantes et fragiles, ont également pris leur envol tandis que le poids des actionnaires dans les très grandes entreprises dont les banques devenaient de plus en plus écrasant, ne respectant plus que leur seul intérêt, à très court terme, générant une économie de casino que les politiques arrivent de moins en moins à contrôler. Malgré la crise financière des subprimes devenue mondiale, on est revenu aussi vite dans les grands groupes financiers au business as usual impliquant de multiples plans d'austérité désespérants. L'avidité et le cynisme s'étalent, la Chine elle-même délocalise à son tour vers le Pakistan ou l'Éthiopie, méprisant toujours plus le travail humain, cet apport en industrie comme on le disait au XXE accent grave siècle. 1000 sources créatives en bas, 1000 dérives en haut. L'entreprise de demain vivante et vivable est à refonder, un long séminaire du Collège des Bernardins récemment publié en a creusé les fondements. Les auto-entrepreneurs se sont multipliés se contentant d'un maigre revenu complémentaire pour la plupart d'entre eux.
les startups ont colonisé les médias, une partie d'entre elles nous entraînant à travers le e-business notamment, et sans bien s'en rendre compte vers une société numérique, automatique de moins en moins sociabilisante tandis que d'autres concourent réellement à apporter des solutions novatrices à des besoins sociaux. Beaucoup de territoires de par le monde construisent discrètement de salutaires réactions aux mauvais aspects de la globalisation économique. Les jeunes des grandes écoles s'intéressent à l'ESS, créant des groupes à l'intérieur de chacune d'elles. Elinor Ostrom a obtenu en 2009 le prix Nobel d'économie pour ses travaux sur les biens communs, une femme pour la première fois et sur un sujet majeur, ô combien éloigné des canons habituels. La présente édition est enrichie d'un paragraphe sur les pathologies de l'entreprise et d'un chapitre 8 consacré au territoire entreprenant. L'introduction de la première édition, en partie dépassée, a été conservée comme témoignage d'une époque. C'est le risque de tout travail un tant soit peu historique. Préface. Le voyage auquel Michel Adam nous convie est celui d'un historien, d'un homme de terrain et d'un sociologue qui observe et analyse la complexité de l'entreprise sans a priori réducteur. Ce livre passionnant est porté par une double trilogie. Celle de son titre « 3 chemins pour entreprendre et qui convergent ». Créer mon entreprise pour moi, primauté de l'individu. Créer notre entreprise pour nous, direction collective. Créer leur entreprise pour eux, action sociale, et celle de son écriture. Celle-ci s'exprime de façon historique en nous montrant le cheminement et la coexistence pendant 2 siècles de ces 3 approches de l'entreprise. Elle nous raconte des expériences frappantes, exemplaires, stimulantes de croisement de ces 3 façons de créer de la valeur pour soi, avec les autres, pour les autres et l'extraordinaire dynamisme de transformation dégagé lorsque ce croisement se réalise. Elle prend un tour idéologique en réfléchissant sur les fondements de ces expériences et sur leurs traits marquants. Une certaine forme de gouvernance qui détermine les rapports internes à l'entreprise dans l'exercice du pouvoir d'expression et de décision, et ses rapports externes avec l'environnement naturel et social. Une mutation psychologique qui détermine les comportements vis-à-vis de l'argent, et la nature des relations avec les autres. Ce livre revêt une importance particulière au moment où nous traversons une crise qui ne tire pas son origine du seul dérèglement du système bancaire, de l'opacité des marchés financiers, mais de la tyrannie d'un modèle se prétendant unique de l'entreprise engagée dans une course effrénée, démesurée vers le profit. Nous ne sortirons pas indemnes de cette crise. Le risque de retrouver les déséquilibres écologiques et sociaux qui l'ont provoqué peut nous conduire à de terribles régressions économiques, sociales, démocratiques. Il existe heureusement des contre-courants que ce livre observe et analyse, des mutations de plus en plus nombreuses sociales et solidaires mais qui reposent sur une gestion économique rigoureuse et sur la responsabilité d'individus fortement motivés. Ces initiatives conjuguent au départ un projet économique de production de biens ou de services, et un projet éthique de répondre à l'intérêt général, souvent à des besoins insatisfaits. Ce double objet socio-économique oblige à trouver des formes d'organisation du travail, des modes de gouvernance, des méthodes de formation innovantes et souvent des créneaux d'activité originaux. Elle ne constitue pas, nous dit Michel Adam, une réponse totale, une forme unique d'entreprendre. Elles sont étroitement liées tant au marché qu'au pouvoir public. De l'État et des collectivités territoriales, elles tirent différentes formes de soutien, mais elles tiennent à garder leurs responsabilités et une grande souplesse d'intervention. Avec le marché, elles entretiennent de multiples échanges en qualité de fournisseurs, de clientes, de concurrentes, voire de co-traitantes tout en gardant leur propre valeur. Le lecteur est conduit dans un cheminement qui prend en compte la complexité de l'acte d'entreprendre, les tensions induites par l'alliance de contraintes économiques et d'exigences sociales, par une conduite démocratique et collective n'excluant pas mais renforçant l'efficacité. Loin de diaboliser la concurrence, Michel Adam cherche à la placer au sein d'un processus de coopération. Il y a sans doute une part d'utopie dans cet entreprendre pour tous, tant la société est imprégnée de l'idéologie du profit individuel et immédiat. Mais quand on lit dans le livre de Michel Adam le remarquable essor des initiatives solidaires, on est en droit d'espérer et on se sent le devoir d'agir pour que ces expériences élargissent leur champ et leur influence et pour qu'elles s'inscrivent largement et durablement dans une économie plurielle, dégagée de la seule finalité du profit. Claude Alfandéry,
président du Conseil national de l'insertion. Par l'activité économique, CNIAE. Introduction. Si tu ne cherches pas l'inespéré, tu ne le trouveras pas. Héraclite. C'est en considérant les choses dans leur genèse qu'on en acquiert une meilleure intelligence. Aristote. Quel plaisir contrasté que celui du temps présent. La cupidité dévastatrice semble baisser un peu la garde, crise oblige, le désir de fraternité et son besoin réapparaissent et même les médias les plus obséquieux leur font un peu de place. Un bonheur ne vient jamais seul, dit-on. Régis Debray publie ces jours-ci un livre sur ce sujet qui me travaille depuis 20 ans quand j'esquissais le modèle des 3 pour devant Henri Desroches à Port d'Albret lors de l'université d'été du CJDES. La fraternité y tient une place majeure, mais non exclusive. Cette fraternité enrichit l'économie sociale, campée strictement et en partie fictivement sur l'égalité des droits statutaires. Elle la fait plus solidaire et plus diverse, plus complexe et plus attirante, pour ceux qui n'y sont pas. Encore faut-il qu'elle le comprenne. Précisons notre projet. Le présent livre poursuit et prolonge la réflexion engagée dans le tome précédent pour une écologie du travail humain, en se centrant sur un type particulier de travail. À savoir ce phénomène étonnant qu'est la création d'entreprises, une double action, celle de faire naître une entreprise et celle de commencer dans l'emploi un travail qui sera le métier de cette organisation naissante, sa production de biens ou de services. Cela se nomme entreprendre. Notre démarche a montré dans le premier tome que le créateur d'entreprise est un transformateur de travail en emploi, dont le sien la plupart du temps. Cette création suit des voies très variées que nous explorons dans ce second tome. Au-delà d'une définition officielle réductrice, nous entendons par entreprise un lieu où du travail crée de la richesse en se transformant en emploi, quel que soit le statut privé ou public de cette organisation. Les enjeux sémantiques sont les premiers enjeux de tout changement, le regard précède l'agir. Travailler, est-ce toujours entreprendre ? Tout travail est projet ou du moins naît d'une intention, même dans la répétition d'un trajet 1000 fois accompli. Mais entreprendre suppose une initiative inédite de la part de son auteur, un acte premier plein de risques aux formes imprévisibles. Les innombrables formes que prend le travail se déploient dans un continuum large, depuis les travaux les plus quotidiens au sein d'un cadre banal, l'emploi et la maison pour ne citer que les plus prégnants, jusqu'à la création solitaire ou collective, la fondation et l'apparition progressive d'un nouveau lieu de travail, de nouveaux objets matériels et immatériels que nous appelons aujourd'hui une entreprise. Entreprendre peut aussi prendre corps par l'engagement dans une aventure extrême, par l'accomplissement d'un défi, par une confrontation majeure au risque de sa vie. Le sens du mot est vaste. Processus et résultats inédits à la fois, l'entreprise tire son nom d'une histoire guerrière et juridique avant que commerciale, étudiée par Hélène Vérin, et cela n'est pas sans conséquence. Créer de l'emploi ou créer son emploi ? Les processus de création d'entreprise sont aujourd'hui mieux connus, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans lors de la création des boutiques de gestion. Par contre, les processus de création d'emploi sont d'une multiplicité forte mais moins repérée. Ils ne supposent pas nécessairement la création d'une entreprise. Ils matérialisent parfois la mise en œuvre d'une capacité à imaginer un emploi possible et désirable, et à convaincre un employeur public ou privé de créer cet emploi. Qui est alors le créateur ? Ça n'est pas uniquement l'employeur. Il y a en fait co-création de l'emploi visé par l'un et accepté par l'autre. Nous présenterons quelques exemples de ces événements, moins rares qu'ils ne semblent à première vue. La régénération d'une entreprise qui allait disparaître par un entreprenant nouveau à sa barre relève également de notre étude. De l'inédit surgit, appuyé sur de l'ancien qui l'irrigue, fait résurgence, le supporte et le conditionne à la fois. Nous avons pu vivre une expérience de ce type, les enseignements en sont forts. Le travail en est souvent profondément bouleversé, tant le contenant est changé, malgré et contre ce qui subsiste souterrainement. Un travail captivant dans un emploi différent. L'aspiration à s'investir dans un emploi motivant, donc largement à façonner soi-même, était déjà à l'œuvre, ou plutôt renaissait, en 1977 quand Pierre Rosanvallon et Patrick Vivray écrivaient
Il n'est pas exagéré de dire qu'une aspiration forte à l'entreprise, au sens fort du terme, est en train d'apparaître socialement aujourd'hui comme alternative à la crise du militantisme, qui est leur objet d'étude. Il ne faut pas craindre de dire que l'aspiration à l'autogestion est inséparable d'une réhabilitation, d'une extension et d'une socialisation de la fonction d'entrepreneur dans la société. Les trois termes sont essentiels et nous les développerons dans ce deuxième tome en montrant les acteurs de chacune de ces dimensions, et notamment les boutiques de gestion, puis les clubs de créateurs, les cigales et plus tard l'ADI. Nos deux auteurs avaient vu juste. Le colloque des nouveaux entrepreneurs organisé par la revue Autrement en novembre 1979 à Lille connaîtra un très grand succès moins de 2 ans plus tard, engendrant la naissance des boutiques de gestion, les BG, et la reconnaissance puis le développement de nouvelles entreprises alternatives, comme nous le racontons au chapitre 2. Ils ajoutaient un peu plus loin, c'est pourquoi on ne peut réhabiliter la notion d'entreprise qu'en l'élargissant. Perspective visionnaire et de fine observation à la fois. Nous développerons les conséquences de cette vision que nous partageons. Et si chacun créait son emploi? Ce titre d'un numéro historique de la revue Autrement était aussi une injonction de Raymond Barre en 1979, Premier ministre à la recherche de solutions miracles pour endiguer le chômage en plein essor. Il correspondait en partie à nos aspirations d'alors, mais il lui manquait la dimension collective issue de mai 68. La transformation du travail en emploi constitue l'objet de ce livre. Mais les moyens, les voies de cette transformation sont innombrables. La plus connue d'entre elles s'appelle la création d'entreprise, fût-elle sa propre entreprise sans salarié, soit ce qu'on nomme l'auto-emploi et plus récemment l'auto-entrepreneur. Mais il en existe bien d'autres auxquelles nous nous intéresserons aussi car celui qui accomplit cette transformation est toujours un entreprenant. Il fait œuvre de création et d'initiative et son profil, si tant est qu'on puisse parler de profil, ressemble à ceux des entrepreneurs plus classiques. Les formes de travail comportant risque et incertitude s'étendent jusqu'à l'acte médical. Soigner, écrit Canguilhem, c'est toujours à quelque degré décider d'entreprendre au profit de la vie quelque expérience. Chercheurs, médecins et entrepreneurs partagent des points communs, nous montre Bernadette Aumont. Sans oublier cet espace d'un travail librement choisi, parce qu'en dehors de l'emploi, que sont la vie associative, la création ou la direction bénévole d'une association. Compensation parfois d'une mauvaise qualité d'emploi et d'un travail plus contraignant, Tripalium et Labor qu'épanouissant, opéra et opus du tome 1. L'association est un lieu de réalisation de projets multiples, de très grande qualité parfois, même s'ils ne débouchent pas toujours sur l'emploi. Nous présenterons des exemples de ce glissement progressif qui va du bénévolat à l'emploi, tordant le cou au passage à ce préjugé tenace que le bénévolat empêcherait la création d'emplois. Souvent il le précède et l'engendre. Le lent cheminement de la naissance d'un livre. Notre philosophie personnelle de l'action, concrète comme abstraite, tient en quelques mots, pas de doublons. Nous n'avons pas voulu refaire ici ou analyser la thèse d'Henri Lemarois sur les entrepreneurs, ni une étude des qualités du créateur même si nous en parlerons chemin faisant. Ce livre n'est pas non plus un manuel de création ou de pilotage de l'entreprise, ni une approche philosophique du bonheur d'entreprendre que célèbre le beau livre du cabinet Polynôme préfacé par Robert Mishrahashi. Raconter sa jeunesse va être alors une autre façon d'en préciser son projet. À partir du milieu des années 1980, de colloques en réunion, de tribunes en éditoriaux, tout un chacun opposait sans cesse et sans aucune rigueur l'économique et le social. Par ailleurs, l'utilisation floue et contradictoire du terme économie sociale qui venait de ressurgir ajoutait à la confusion ambiante. Le regroupement national des coopératives, des mutuelles et des associations, le GNCMA s'était qualifié en 1980 d'économie sociale, retrouvant les chemins ouverts par Frédéric Lepley et Charles Gide, tandis que des conseils généraux à majorité centriste ou de droite créaient des entreprises des apostrophes. Insertion intitulée « Association départementale pour une économie sociale ». Double sens du mot social qui confondait solidarité et assistance. Mon irritation fut bénéfique, car engagée dès 1986 dans le Centre des jeunes dirigeants de l'économie sociale, CJDES, elle m'a conduit à réfléchir plus profondément sur la nature des rapports au champ économique qui se nouaient pour les créateurs d'entreprises différentes que je rencontrais et dont je faisais partie. En effet,
En 1972, nous fondons un ciné-club associatif et militant de la Curieuse Bobine, qui permet de regrouper un premier noyau de porteurs de changer la vie, créateurs potentiels d'entreprises dites alternatives, aujourd'hui qualifiées de solidaires. La mayonnaise prend. Ma compagne fonde en 1974 la librairie différente Le Texte Libre, puis sur la lancée, nous créons la coopérative de l'âge d'or, Société Anonyme, SA, de 80 consommateurs en 1975 pour lancer et gérer le café-restaurant Le Pas de Côté. Fin 1979, je suis impliqué dans la création d'Episcope, une scope SARL d'ingénieurs militants et sa jumelle associative Épicentre, une des premières boutiques de gestion. Toute entreprise dans lesquelles je travaillerai, du bénévolat au salariat et à la gérance en passant par l'emploi au noir. En 1984, je participe à la création de LUDIA, une SARL classique de jeux vidéo dans un partenariat avec la Scope 10 fondée par Claude Neuschwander, et nous fondons le réseau national de consultants CEDRE en 1985, qui rassemble une demi-douzaine de structures de conseil et d'études dont TEN et ses antennes régionales, Triel, EPISCOPE et EPICENTRE, Espace et E2I, Nord-Pas-de-Calais, etc. À partir de 1985, je participe activement à la création de l'adresse, association intermédiaire, puis d'étape entreprise d'insertion, d'accord chantier d'insertion, soit un groupe devenu aujourd'hui un ensemblier de 3 entreprises à direction unie. Le besoin était grand pour moi d'y voir plus clair sur tous ces chemins qui nous avaient menés à Rome, l'entreprise, un lieu où l'on entreprend. En mars 1980, le mensuel L'Expansion titrait à la une « Les gauchistes découvrent l'entreprise », avec nos photos à l'intérieur. Antenne 2 et le monde des initiatives nous gratifiaient de reportages stimulants. Nourris des lectures de Bateson, de l'école de Palo Alto, de Lupasco, d'Edgar Morin, de Jean-Louis Lemoigne, des penseurs systémiques et du tiers inclus, ma conception d'une relation binaire d'opposition entre économie privée et économie sociale, épousant la vision traditionnelle de l'opposition entre l'économique et le social, avait commencé à bouger. Des approches plus ternaires émergeaient. Elles ont inspiré un modèle soft plus descriptif de ma réalité vécue et que ce texte présente. La première esquisse avait la forme d'un schéma fondateur et générique, commencé dans le cadre d'un DESS à Paris 12 sur l'ingénierie des ressources humaines et le développement local, en juin 1988. Ce schéma a ensuite été présenté avec un écho favorable à Henri Desroches, pionnier de l'économie sociale, venu nous narrer avec passion son ouvrage Histoire d'économie sociale à Port-Albret pour l'université d'été du CJDES en 1989. Il avait apprécié cette vision tripolaire ouverte favorisant les métissages, ou du moins leur recherche. Qu'il en soit remercié à titre posthume. Le premier jet du présent texte fut alors écrit d'octobre 1989 à mars 1990. Je n'avais pas encore rencontré le travail de Karl Poliani et l'approche de Jean-Louis Laville sur les 3 pôles de l'économie solidaire, en belle résonance avec mon approche, et qui l'ont renforcé dans sa pertinence. Le modèle ternaire fut présenté en octobre 1996 devant le collège de prospective de Poitou-Charentes fondé par Jean-Pierre Raffarin, qui le trouva intéressant. Car je venais de fonder avec mon ami James Renaud, syndicaliste CFDT, Iris et son nom attractif, l'Union régionale Poitou-Charentes des structures d'insertion par l'activité économique, soit un réseau d'une 60aine d'entreprises d'insertion et d'associations intermédiaires. Iris est devenue alors une entreprise associative au service de ses 80 adhérents. Son impact fort nous a valu de nombreuses invitations. La construction du livre s'est faite en 3 temps. D'abord en relisant sur les 2 derniers siècles, l'histoire du rapport des êtres humains à la dimension économique de leur réalité. Puis à partir de mon expérience de créateur de différents types d'entreprises, en imaginant et construisant un modèle simple qui permet de caractériser ces différents types et d'en tirer de nombreux enseignements tant pratiques que conceptuels. Enfin en questionnant le modèle dans d'autres champs. Historiquement, ce 2e tome d'une écologie du travail humain a été commencé longtemps avant le précédent. Mon implication ultérieure dans les entreprises d'insertion, en Charente puis en Poitou-Charentes et enfin au niveau national, m'a considérablement aidé à modéliser les rapports complexes qui se nouent entre travail et emploi, objet du tome précédent, les distinguant et les reliant tour à tour,
puis à relire mon implication première de créateur d'entreprise, co-créateur en fait, et de comprendre qu'un entrepreneur transforme du travail, le sien puis celui des autres, en emploi. Qu'ils ou elles sont donc très précieux pour la société et méritent les plus grands égards. Il m'a paru alors plus justifié de commencer par une compréhension du travail et de ses rapports complexes à son contenant le plus impliquant, l'emploi, avant de m'intéresser au créateur de cette réalité spécifique et elle aussi complexe, l'entreprise. Acteur et auteur d'une transmutation du travail en emploi-travail, pour le meilleur et pour le pire. J'ai pu vérifier par là que la logique de la formation d'une pensée emprunte d'autres chemins que sa logique d'exposition pédagogique. Le plan du voyage au pays de l'entreprendre. À tout seigneur, tout honneur. Nous présentons d'abord au chapitre 1 la naissance de notre thème fondateur, les 3 chemins vers l'entreprise et le modèle ternaire simple qui en résulte. Puis au chapitre 2 la luxuriante histoire des entreprises alternatives, depuis l'utopie politique la plus radicale jusqu'aux volontés de transformation des pratiques économiques dans le monde d'ici pour une utopie, ou utopie, le bon lieu réalisable. Refaisant ainsi les trajets et les débats des coopératives du XIXe siècle. Il devient alors possible de questionner les déclinaisons du modèle et ses combinaisons tant internes qu'externes, ce que fait le chapitre 3 véritable cœur de notre travail. Le chapitre 4 raconte la naissance et les 10 premières années des boutiques de gestion, ces entreprises créées pour aider à la création d'autres entreprises, outils actuels, à l'époque, pour une économie différente et qui sont devenus des outils différents et performants dans l'économie actuelle. Revenant sur le modèle, nous découvrons au chapitre 5 son intérêt comme clé de lecture du fonctionnement interne de toute entreprise et par conséquence sa dimension hologrammatique. Le chapitre 6 nous raconte la genèse des pratiques d'insertion dans l'emploi par le travail, et non plus par l'école ou la formation présentielle, mettant à jour la dimension formatrice et régénérante du travail dans des conditions favorables. Des employeurs d'un type nouveau sont nés, ils se veulent formateurs et acteurs d'un développement durable orienté emploi. Le tome précédent en a traité y compris dans les effets prometteurs de ces démarches. Au chapitre 7, nous élargissons la réflexion sur l'entreprendre en questionnant ses dimensions nombreuses, sa nécessité vitale, la multiplicité des formes qu'il peut prendre et le besoin d'une nouvelle culture qui lui fasse pleinement droit sans le faire roi. La devise initiale des boutiques de gestion était « L'économie sanctionne mais ne dirige pas ». La crise financière mondiale lui rend un hommage négatif appuyé. Et l'entreprendre revisite le concept même d'économie, autant que celui du travail. Un nouveau chapitre 8 observe le retour du local et des territoires entreprenants. La conclusion présente les conditions de développement d'une économie, sociale, solidaire, ouverte et régénérante. Les parcours de lecture possibles. Le fil du livre consacre une alternance de chapitres entre les récits d'une histoire auquel a participé l'auteur, et un travail de modélisation progressive, ce qui ouvre de nombreux choix possibles. Au moins 3. Le lecteur intéressé par les premiers éléments concrets de constructions économiques originales et diverses se portera sur les chapitres 1, 2, 4 et 6 pour y découvrir la chair de ces pratiques innovantes des 40 dernières années. Le lecteur pressé et motivé par le questionnement du modèle se tournera vers les chapitres 1, 3 et 5 puis sa généralisation au chapitre 7. Le lecteur moins pressé appréciera, nous l'espérons, le va-et-vient entre les deux qui est notre mode inlassable de fonctionnement. Être nourri intellectuellement par des actes posés, des situations vécues et la tentative constante de les rendre plus pertinents, chemin faisant, à l'aide d'une pensée devenue un peu plus complexe. Le modèle des 3 pour peut apporter quelques lumières à celles et ceux qui s'intéressent au changement du temps présent, pour les comprendre en les faisant et les faire en les comprenant, ainsi qu'aux managers de toutes les formes d'entreprise pour mieux conduire leur entreprise, aux collectifs et autres coordinations en plein essor pour faire le point de leurs projets, etc. À l'heure où Alain Touraine plaide, dans son livre À 2 voix avec Ségolène Royal, pour un combat central pour les droits de la personne et du sujet, à l'heure où P. Boltanski introduit une 7e cité, la cité à projet, dans la théorie des conventions, pour fomenter une nouvelle critique du néo-capitalisme, cette approche nous semble utile dans une perspective gramscienne de changement des représentations du monde, non immédiatement politique, mais pour la faire advenir en la précédant. Le plus gros brin de chanvre ne saurait faire une corde. Ce proverbe saintongeais,
est un magnifique éloge de la coopération si présente en la plupart des activités humaines. Ce livre est aussi un hommage à tous les alternatifs. Ils ont beaucoup donné, beaucoup risqué pour changer leur vie et la vie des autres, inventé, peiné et redécouvert des territoires pleins de surprises agréables et de douleurs amères tour à tour. Entre petits bonheurs et grands échecs. Ils n'auraient pu naître sans eux. Grâce à eux et avec eux, j'ai eu la chance de vivre et d'agir à une période où il était possible d'observer et de côtoyer presque simultanément le renouveau des 3 formes de création. Ce travail doit beaucoup aux compagnons que la vie m'a fait rencontrer, André Camboulas, Bernard Martin, Patrick Chagnot, Bernard Lavarenne, Henri Lemarois, Daniel Deguet, Alain Châtaignier, Monique Fabian, Jean-Claude Dumoulin, Claude Neuschwander, Hugues Sibyl, Geneviève Bernard, Alain Georgel, Alain Ribedger et tant d'autres, mes camarades du Petit Gavroche à Paris, ceux et celles de la coopérative de l'âge d'or, du pas de côté et du texte libre, à Jean-François Poussard pour ses visions et notre pérégrination formatrice. Merci également à Christiane Lecoq et Marc Méry, du réseau des boutiques de gestion devenues BGE pour leur critique bienveillante sur mon schéma des acteurs de la création, à Jean-Louis Lemoigne inlassable professeur de modélisation heuristique, à Jean-François Herroir pour ses apports lexicaux mais aussi et surtout à celle qui m'accompagne, me suggère, me suscite, me critique et me soutient depuis de si longues années, ma femme Sophie, entreprenante d'une façon si différente de la mienne que je l'en apprécie d'autant plus. Michel Adam. Champéroux le 21 avril 2009. michel-adam@orange.fr 1. 3 chemins de création d'une entreprise. Le rôle essentiel n'appartient pas au capitaliste, mais à l'entrepreneur. Jean-Baptiste Say, 1803. On ne naît pas entrepreneur, on le devient. Henri Lemarois, 1980. Quoi de commun entre l'ouvrier qualifié qui se met à son compte en tant qu'artisan du bâtiment, le salarié du boulanger qui s'installe à son tour, le jeune cadre diplômé qui monte sa boîte à partir d'un couple produit-client bien repéré, le chercheur qui devient patron d'une TPE à partir d'une invention qu'il a brevetée, les travailleurs menacés de licenciement économique qui décident la reprise en commun de leur PME sous la forme d'une coopérative, ou la travailleuse sociale qui fonde une entreprise insertion pour les soi-disant inemployables de son territoire. Ils créent tous leur entreprise au sens strictement économique du terme. Les tailles, les statuts juridiques, l'organisation interne, les marchés, les produits, la gestion en partie diffèrent, mais cette diversité extrême recèle une communauté de problèmes peu prévisibles, une unité cachée aux yeux du plus grand nombre. Une création commence, une entreprise, même micro, va naître et devra être gérée, animée, pilotée. Pourtant les différences sont grandes. Essayons d'y voir clair. Relire notre histoire économique. Ce qui suit est valable pour l'ère moderne, soit les siècles qui succèdent au XVIIIe et à la Révolution française notamment. 1. Créer mon entreprise, une entreprise pour moi. Dans les sociétés de libre entreprise qui existent en Europe depuis le début de l'ère industrielle, chacun a le droit de créer une entreprise, son entreprise et il peut y poursuivre plusieurs objectifs. Un résultat financier pour pouvoir vivre, voire s'enrichir. Le pouvoir de diriger soi-même ses affaires et souvent ses semblables devenus ses salariés, soit une indépendance supposée au départ, qu'il est prudent d'appeler une plus grande autonomie que dans la condition salariale, que Schumpeter appelle le petit royaume. Enfin la puissance, c'est-à-dire l'influence sociale sur son environnement et au-delà, mais aussi cette forme de considération qu'est la reconnaissance sociale. Je propose d'appeler ce comportement actif la manifestation d'un « pour moi » dans le champ économique. J'agis d'abord pour moi. Bien sûr, je vais agir pour d'autres que moi et surtout mes clients sans lesquels je ne peux rien, mais cette interdépendance est orientée par moi et au bout du compte pour moi, et ma famille bien sûr. L'entrepreneuriat individuel se nourrit de motifs multiples mais il exprime une dimension spécifique de la création d'entreprise et nous appellerons toutes ces manifestations le pôle du pour moi, ou pôle 1. L'ensemble de ces pour moi ainsi concrétisés constitue aujourd'hui pour le grand public à travers les médias de masse, et pour les lycéens à travers des programmes d'enseignement munis d'œillères, les entrepreneurs et qu'une vulgarisation hâtive appelle l'économie au sens étroit du terme. La seule qui produirait la richesse. Les autres acteurs de cette économie ayant plutôt tendance à la dépenser qu'à la créer.
Il s'agit là bien sûr d'une vision particulièrement réductrice de l'économie, nous y reviendrons. Si la théorie libérale était vérifiée et que la somme des intérêts individuels débouchait sur l'intérêt général, la diffusion généralisée de la richesse résulterait alors de l'action quasi parfaite de la main invisible, de tous et pour moi. Et l'intérêt égoïste du boucher deviendrait vertu suprême et génératrice d'harmonie universelle, comme le souhaitait il y a 200 ans Adam Smith. Cette richesse profiterait à tous et notamment aux salariés des créateurs dirigeants de l'économie, le progrès social tiré par le fameux progrès économique. Le capitalisme est condamné à enrichir l'ouvrier, s'exclame Paris Match en 1956, cité par Herbart dans Mythologie. 2. Créer notre entreprise, une entreprise pour nous. Or nous savons qu'il n'en est rien. Dès le début du XIXe siècle, un fait nouveau émerge progressivement. Pour résister aux méfaits de l'activité économique souvent impitoyable des capitalistes naissants de l'époque, salaires très bas, licenciements lors des crises ou pur syndicalisme, etc., le mouvement ouvrier, en Angleterre et en France notamment, enfante les premières manifestations de la création collective dans le domaine économique. C'est l'apparition de producteurs librement associés et des premières coopératives ouvrières de consommation. Leur nom parle autant d'associations que de coopération. Les salariés ou ceux qui voudraient l'être se regroupent et fondent une entreprise au capital souvent faible mais partagé et impartageable. Le mouvement socialiste mais aussi le christianisme social, puis plus tard le solidarisme enfantent une forme économique fragile mais pleine d'avenir. Je propose d'appeler ces comportements entreprenants la manifestation économique d'un pour nous. Un second pôle surgit alors dans le champ des pratiques économiques au sein de la société, pôle que l'on nommera dès les années 1830, puis à nouveau en France dans les années 1980, l'économie sociale. Il tente de prendre en compte à la fois les contraintes et le nécessaire dynamisme de toute action économique qui veut durer, mais tout autant la solidarité entre les membres associés soit un des mécanismes, encore peu développés, de l'action sociale de l'époque, non pas la charité mais le partage. Il cherche moins le profit en soi que la juste rémunération du travail, la construction d'un autre mode de travail, l'instauration de relations nouvelles dans le travail et dans la consommation. Il réalise une extension de la prise de responsabilité individuelle, qui ne perde pas le souci de justice sociale. Une nouvelle configuration est née qui met en présence 2 rapports à l'économie illustrés par le schéma ci-dessous. Mais si la création est faite à plusieurs associés dans une SARL, fréquemment 2 dans les petites SARL, pourquoi parler de pour moi, plutôt que de pour nous? Parce qu'il s'agit en fait de 2 pour moi, juxtaposés, chacun ayant un pouvoir proportionnel à la part de capital qu'il détient. Il n'y a pas de nous, sui generis comme dans le capital impartageable d'une coopérative, ou le pseudo-capital, fonds de réserve, etc., d'une association ou d'une mutuelle. Même réponse si la famille ou des amis apportent du capital à une entreprise individuelle, mais n'y créent pas leur propre emploi. Nous distinguons créateurs et actionnaires, l'implication est très différente, même si le risque financier est présent dans les 2 cas. 3. Créer leur entreprise, une entreprise pour eux. Non seulement le libre jeu du marché ne crée aucune harmonie universelle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.